m'adresse à vous qui nous regardez à présent. Êtes-vous prêt à dire non aux produits du Mercosur lorsqu'ils arriveront sur le marché français, au risque bien sûr de payer plus cher à la caisse? Vous le savez, ce traité va entrer en vigueur très vite après sa signature par Ursula von der Leyen demain au Paraguay, même s'il reste encore une étape, la ratification au Parlement européen le 20 janvier. Mais ce n'est pas sûr que le traité soit bloqué à ce moment-là. Et en attendant donc un très hypothétique vote contre, la résistance, elle s'organise déjà en France. On sera en direct dans un instant avec le président du département du Loiret, Marc Godet. Vous gérez, bonjour à vous, les achats des cantines et des collèges et vous dites non aux produits du Mercosur. Alors vous allez nous rejoindre dans un instant. Premier constat, Marc Godet n'est pas le seul. Écoutez ce patron d'une grande marque de distribution française. On n'achètera pas ces produits-là. On les achètera pas pour soutenir la ferme France. C'est un engagement ferme. Et la semaine dernière, j'étais en conseil d'administration de la FCD, qui est le syndicat de la grande distribution. Carrefour, Système U, Leclerc auront les mêmes positions. Donc c'est très important parce que le Mercosur voté, on va tous avoir une part de responsabilité, et notamment ceux qui vont acheter. Et pour ce qui est de la grande distribution, c'est quand même 40% des débouchés. Je peux vous assurer que là, on peut rassurer les agriculteurs sur le fait qu'on n'achètera pas ces produits à l'étranger. Crédible ou pas, on en parle avec nos invités. Paul Turban, bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos en charge de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. On est également avec Clémence Delabaume de notre service économique. Bonjour Clémence. Bonjour à vous. Et avec Nicolas Chaban. Bonjour, vous êtes fondateur de C'est qui le patron? Bienvenue à vous. Avant d'entendre dans un instant, on l'a dit, le président du département du Loiret qui a pris une décision un peu similaire à celle du patron d'Intermarché. Paul Turban, quand on entend ça, un patron d'une grande chaîne de distribution qui nous dit moi les produits du Mercosur je dis non, déjà c'est réaliste, c'est faisable? Il faut voir parce qu'on sait qu'il y a une partie de ces produits qui vont se retrouver dans des produits transformés. Oui. Où il n'y a pas forcément toujours l'indication de l'origine des produits. Donc je suis pas sûr que ce soit réaliste. En tout cas, ils peuvent faire le maximum, évidemment, sur les produits frais, sur leur propre marque aussi, puisqu'on a des marques de distributeurs, soit qui sont produites par les distributeurs directement pour certains distributeurs, soit par des industriels partenaires. Et là, c'est eux qui fixent les cahiers des charges. Donc effectivement, là, ils peuvent choisir d'où viennent leurs ingrédients. Donc ils peuvent le faire dans une certaine mesure. C'est vrai que dans un nugget de poulet, enfin c'est un exemple au hasard, c'est peut-être plus compliqué de savoir exactement d'où vient le poulet, mais il y a cette volonté qui est affichée. Il dit je suis pas le seul d'ailleurs, ici d'autres marques de grande distribution. Ça va avoir un impact considérable sur ces produits-là. Si effectivement la promesse est tenue, ça peut en avoir un impact. Après, encore une fois, il l'a dit, c'est que 40% des débouchés, la grande distribution. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Après, sur le Mercosur, on ne parle pas, en tout cas pour les produits dédouanés, on ne parle pas d'énormes volumes. Donc ils peuvent très bien trouver des débouchés ailleurs et encore une fois faire baisser les prix puisque ces suppléments de volume, évidemment, ça fait un peu baisser les prix sur les marchés globaux. Et donc ça aura évidemment un impact, mais c'est pas la solution à tout. Bon, ailleurs, il y en a aussi qui disent non, et c'est le cas dans la région du Loiret. Bonjour Marc Godet, vous êtes donc le département du Loiret, vous êtes donc président de ce département. Bonjour à vous. Et vous dites non à tous les produits du Mercosur dans les cantines scolaires. Vous avez les moyens d'ailleurs de le faire, de mettre en application cette interdiction? Bien sûr, c'est-à-dire que puisque les collèges sont tous, je dirais, sous la coupe du conseil départemental et la restauration scolaire fait partie aussi de notre compétence. Ce qui signifie que là, si nous donnons une injonction au chef de cuisine de n'avoir recours qu'aux produits locaux, produits français, voire européens un maximum, et bannir tout ce qui est Mercosur, évidemment que ça marchera. L'idée, ce que je recherche à travers cette démarche, l'effet boule de neige, c'est essayer d'avoir une capacité d'entraînement. Alors je sais que notre association des maires du Loiret a déjà aussi dans cette optique d'interdire, dans la mesure du possible, le recours à des produits qui viennent d'Amérique du Sud. Bon, après, c'est plus difficile parce que l'association peut le dire, mais les maires n'auront pas tous le doigt sur la couture pour dire on applique. Tandis que pour le département, j'ai une direction d'éducation qui passe un message avec les élus et le message il sera passé auprès de tous les chefs de cuisine. D'accord, mais quand il va y avoir concrètement les deux coûts sur la ligne de calcul, le coût du Made in France et puis le coût du poulet qui vient d'Amérique latine, est-ce que vous êtes vraiment certain qu'à ce moment-là, votre consigne, elle va être respectée? Alors, est-ce que c'est compréhensible, ça, que le poulet qui est produit à 40 km du collège soit plus cher que le poulet qui va faire 5000 km, dont 3000 en bateau?
Non, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui est illogique. Donc, moi, je vais m'inscrire aussi en faux contre cette démarche qui vise à toujours aller chercher plus loin. Alors, c'est vrai que le risque, c'est qu'il y ait un léger dépassement de ce qu'on appelle le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est en gros le coût de la matière première dans le repas. Donc, nous, il est fixé, ce bol alimentaire, autour de 2,10, 2,30 maximum, pour avoir après un prix du repas que nous facturons 3,75 €. Parce que le coût, le coût réel est bien plus élevé, bien évidemment. Donc, effectivement, on va bien observer s'il y a ce risque de dérive. On adaptera. On va essayer de peut-être aussi parfois de faire en sorte qu'il y ait des groupements de commandes entre collèges et puis surtout anticiper pour que les filières locales puissent répondre aux demandes des cuisines départementales. C'est-à-dire que planifier, par exemple, je sais pas, dans 8 jours, 10 jours, on mangera des carottes dans une dizaine de collèges, des carottes râpées. Les carottes, ce sont là pour que la filière se structure pour pouvoir fournir ces 3 ou 4 tonnes de carottes. Alors, restez avec nous, Marc Godet. On va continuer un tout petit peu cette discussion en plateau aussi. Alors déjà, Clémence, si on parle beaucoup de poulet, c'est parce que ça fait partie de ces produits qui, une fois le traité du Mercosur entré en vigueur, vont arriver de ces pays d'Amérique latine sur le marché français. Effectivement, il y a un certain nombre de produits qui vont arriver, des quotas de produits qui vont arriver sur le marché européen et donc sur le marché français. On a précisément 99 000 tonnes de viande bovine, ça représente 1,6% de la production européenne, donc c'est une infime quantité. 180 000 tonnes de volaille, donc exemptées de droits, 180 000 tonnes de sucre, 60 000 tonnes de riz et enfin 45 000 tonnes de miel sans droit de douane, sachant qu'évidemment au-delà de ces quantités, ces produits seront soumis à des droits de douane, aux droits de douane habituels. Oui. Alors, ce qui serait une première en France en 2025, même si ça reste à mesurer, Clémence, avec certitude, c'est que pour la première fois, on aurait importé plus de produits qu'on aurait exportés. Hein, c'est bien ça? Oui, alors c'est cette fameuse balance commerciale dont on parle ces dernières semaines, balance commerciale agroalimentaire française, qui risque d'être négative pour la première fois depuis près de 50 ans, depuis 1978 précisément. Et ça veut dire quoi? Vous l'avez dit, ça veut dire qu'on exporte de moins en moins et qu'on importe de plus en plus. Et vous allez voir, concrètement, là, le ministère de l'Agriculture donne des chiffres. Aujourd'hui, vous avez 80% des produits halieutiques, c'est-à-dire liés à la pêche, que nous consommons, qui sont importés. 60% du miel que nous consommons est importé. Un poulet sur 2, un fruit et légumes sur 3, 25% de notre viande bovine et 10% de notre farine. Et il y a des raisons à cela. Alors, il y a des raisons conjoncturelles, donc les aléas climatiques, les droits de douane en Chine et aux États-Unis qui font que ces marchés-là sont en train de se refermer. Et puis, il y a aussi des raisons structurelles, plus profondes, très spécifiques de l'agriculture française, qui sont le manque de compétitivité et l'excès de normes qui font que les prix ne peuvent pas être compétitifs, ne peuvent pas concurrencer le prix des produits importés. Oui. Ce sont des démarches qui sont louables sur le papier. Est-ce qu'elles risquent de se heurter au principe de réalité, Paul Turban, quand on voit effectivement que ce président de département nous dit « moi je vais rester très attentif au coût de mon repas ». Bon, progressivement, on risque de se rendre compte quand même qu'il va falloir faire appel à ces produits du Mercosur. Il y a une loi en France qui, depuis quelques années, impose 50% dans la restauration collective publique et je crois, je ne sais plus si c'est depuis cette année dans la restauration collective privée, qui impose 50% de produits sous signe officiel de qualité. Donc c'est l'agriculture biologique, c'est le bio, c'est les labels rouges, etc. Et on se rend compte que la puissance publique qui s'impose elle-même des règles ne la respecte pas. Alors je ne sais pas si c'est le cas du département du Loiret, ouais, en tout cas, il me semble que les communes, on est à moins d'1/5 des communes qui respectent ces obligations. Donc on voit bien que c'est facile de se fixer des objectifs, c'est pas toujours facile de les tenir. Ouais, Marc Godet, vous avez réussi, vous, déjà, à tenir ces premiers objectifs-là, de 50% d'aliments de qualité et bio dans vos cantines? Dans le Loiret, c'est 24 000 repas servis par jour, 3 millions de repas servis par an. C'est pour expliquer aussi la massification que ça représente. Et j'espère que mes collègues emboîteront le pas. Et si on regarde sur tous les collèges de France, c'est certainement autour de 200 ou 300 millions d'euros de repas qui sont servis. Alors, nous, on a plein d'injonctions contradictoires en France. On nous dit Egalim, alors c'est 50% de produits locaux, très bien. Nous, on avance, on doit être autour de 20-22%. Mais dans le même temps, il y a l'histoire des seuils de marché public. On nous dit attention, si vous commandez beaucoup, dans ce cas-là, il faut mettre libre concurrence. Et c'est là qu'on se retrouve à aller chercher des produits qui viennent d'on ne sait où. Alors, Europe,
tant mieux, mais hors Europe aussi. C'est ça qui est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que d'un côté, on nous dit une chose, et ça peut être l'inverse qui se passe aussi de l'autre côté. Alors, soit maintenant, on nous dit clairement, plus de recherche, de concurrence, aller chercher des produits à 10 000 kilomètres pour les servir sur les tables de nos enfants, et on reste sur le local, mais dans ce cas-là, on le dit fermement, et on ne part plus sur des marchés publics, un code des marchés publics dans l'alimentaire, c'est un vrai scandale, et on se concentre sur les produits locaux. Moi, ça, je suis prêt, évidemment, on est prêt peut-être à mettre un peu plus cher, mais à condition qu'on soit bien sur des produits locaux, et qu'on arrête avec ces codes de marché public sur l'alimentaire. Donc il faudra bien une modification quand même législative pour que vous puissiez agir dans la légalité, si j'ai bien compris ce que vous venez de... C'est le bon sens, c'est le bon sens qui doit s'imposer, c'est tout, le bon sens paysan. Oui, bon, alors les Français, eux, dans les supermarchés, est-ce qu'ils seront contents de ne pas voir ces produits quand même moins chers, à bas coût, qui ont des difficultés avec leur pouvoir d'achat, hein, on l'apprend aujourd'hui, 24% des Français se disent à découvert dès le 18, presque chaque mois, et 1 sur 4 sont dans le rouge dès le 18 du mois, hein, c'est dire les difficultés financières des Français aujourd'hui. Acheter français, certains ne le peuvent juste pas, ou alors il faut faire un mix d'un petit peu tout. Regardez d'ailleurs ce reportage de Luc Bazizin. Sur ce marché couvert de Poitiers, les consommateurs ont l'embarras du choix. Des fruits, des légumes et même de la viande. Mais est-il si simple d'acheter 100% français ? On ne peut pas être à 100% français surtout, et quand c'est pas possible financièrement, on arbitre et on choisit des produits qui ne le sont pas. Les professionnels du marché, eux aussi, font leur arbitrage. Michael de Henin privilégie les produits locaux, mais ne s'interdit pas des exceptions, comme pour ces clémentines venues d'Italie. On est quasiment 2 fois moins cher. Moi, j'ai des clémentines italiennes là, qui sont aux alentours de 3 € le kilo en ce moment. Si on était sur des clémentines corses, on serait beaucoup plus cher, on serait quasiment à 6-7 € le kilo. Je parle bien en bio, hein, toujours. Pour un produit qui reste quasiment similaire en termes de qualité. Alors, faut-il privilégier le prix ou le lieu de production ? Sur ce marché de Limoges, pour certains, la question ne se pose plus. L'acheter 100% tout le temps local, non. Parce que c'est vrai que les prix sont un peu plus élevés. Dans ce supermarché parisien, nous avons concrètement comparé des produits français et leur équivalent importé. La poire, le miel, la côte d'agneau et même du vin. Au total, le panier de produits importés, 26,49 €, celui 100% français, 31,75 €. Des producteurs qui peinent face à la concurrence étrangère. Aujourd'hui en France, la moitié du contenu de nos assiettes est importé. Clémence, il y a des Français qui n'ont même pas le luxe de ce choix, hein. C'est quand même très important aussi de le rappeler pour commencer. Oui, parce que ce qu'on constate, c'est que finalement, le salarié français a perdu du pouvoir d'achat depuis la crise sanitaire et la crise inflationniste qui s'en est suivie. C'est vrai que l'inflation, de manière générale, ralentit. Et c'est vrai aussi dans l'alimentaire, puisqu'on a eu les chiffres hier, sur l'ensemble de l'année 2025. L'inflation alimentaire, c'est plus 1,2% versus plus 1,4% l'année précédente en 2024. Donc, ce ralentissement de l'inflation, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Sauf que ralentissement, ça ne veut pas dire retour au prix d'avant-crise. Ça veut dire que les prix continuent d'augmenter, mais juste un peu moins vite. Oui. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise inflationniste ? Les prix ont bondi, on s'en souvient, plus de 20% en 2 ans. Et malheureusement, pendant ce temps-là, les salaires n'ont pas progressé aussi vite. Et aujourd'hui, les salaires n'ont toujours pas rattrapé cette forte inflation. Et donc, il y a une perte de pouvoir d'achat qui est réelle, même si elle devrait se normaliser là dans les mois à venir. Et ça a des conséquences sur les comportements d'achat, c'est-à-dire qu'on se prive, on achète en plus petite quantité, on achète aussi moins cher, c'est-à-dire que le budget alimentaire devient une variable d'ajustement pour de nombreux Français. Oui, je veux rebondir là-dessus sur la variable d'ajustement, parce que j'ai regardé les chiffres sur des tendances longues. Donc entre 1960 et 2023, la part de l'alimentation dans le budget des Français, il est passé de 29% à 15,9%. Ça veut dire que, évidemment, en 80 ans, 83 ans, les salaires ont augmenté, mais la part dédiée à l'alimentation a baissé. Et celle qui a le plus augmenté, c'est celle de la communication, des loisirs et de la culture. Donc évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable et de télévision connectée dans les années 60. Et donc on voit que quand même l'alimentation fait partie du budget qui a subi des arbitrages effectivement dans les choix des consommateurs. Et il y en a un autre qui a baissé beaucoup, c'est l'habillement qui est passé de 8% à 3%.
Et on voit très bien ce qui s'est passé sur l'habillement. Aujourd'hui, on a, pour ainsi dire, plus d'industrie textile en France, voire en Europe. Et globalement, malheureusement, on consomme des produits venus de pays à bas coût, parce que l'habillement s'est reconstruit sur ce modèle-là. Mais vous nous dites bien qu'il y a une part d'arbitrage dans tout ça, malgré tout, dans beaucoup de foyers. Il y a évidemment beaucoup de gens qui sont contraints, et l'idée, c'est pas de faire la leçon. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont le choix et qui ne font pas le choix de l'alimentation. Oui. Et on est en ligne avec Thierry Chabanne. Bonjour à vous, vous êtes fondateur de C'est qui le patron? Et vous nous dites justement, vous, qu'on peut le faire, qu'on peut privilégier le français, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens. C'est pas si onéreux que ça, selon vous? Non, on est une démarche, on est une coopérative de consommateurs, donc on a une transparence totale puisqu'on crée nous-mêmes les produits solidaires pour aider les producteurs. C'est quelques centimes, sur un litre de lait c'est 8 centimes, sur notre consommation de jus de pomme c'est 1,60 € par an, sur les cerises 80 centimes par an. Alors il y a des familles, ne les oublions pas, vous en avez parlé, qui ne peuvent pas rajouter ces centimes, il faut trouver des solutions pour elles. Tournons-nous peut-être du côté de l'énorme gaspillage alimentaire pour ramener des produits dans les assiettes vendus moins cher, ou donnés parfois à ceux qui sont le plus en difficulté. Mais nous, côté des 70-78% de gens qui peuvent mettre ces centimes, il faut déjà qu'on puisse les reconnaître, les produits. Soyons très concrets. Vous arrivez dans les rayons de grande surface, combien de produits vous garantissent, qui sont 100% français, ça commence à arriver, mais qu'ils aident le producteur. Donc il faut de la transparence. Et après, j'ai une chose à vous dire, on est 15 millions de Français derrière cette initiative pour aider les producteurs. Je peux vous dire une chose, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on va reprendre les choses très clairement. Est-ce qu'on peut se passer de nos producteurs près de chez nous qui nous amènent cette nourriture de qualité chaque jour? La réponse est non. Pourtant, ils disparaissent. Donc, si on veut les garder, il faut qu'ils gagnent leur vie. Si on veut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'à un moment donné, la concurrence déloyale qui vient du bout du monde, il faut qu'on la repère et qu'on puisse l'écarter si on peut faire, évidemment, et si on peut faire ce choix. Mais il faut qu'un lundi matin, dans ce pays, tout le monde se réveille en se disant on ne peut pas se passer de nourriture tous les jours. Les alliés les plus directs de nos assiettes et nos repas, c'est les producteurs, protégeons-les. Ouais. Il faut que le gouvernement trouve des solutions globales et durables. Non, on ne peut pas, nous, tout encaisser. Nicolas Chabanne, on entend ce que vous nous dites, mais vous nous dites c'est quelques centimes. Alors vous citez le jus de pomme, certes, mais sur un poulet, par exemple. Enfin, on a tous fait le comparatif, on a bien vu que ça se comptait en euros. Alors sur plusieurs poulets par mois, ça fait une grosse différence. On est quand même assez loin des calculs que vous donnez. Le consommateur, quand il va être confronté à cette décision dans le supermarché, il va se dire, lui, mais moi, j'ai besoin de cette économie de quelques euros pour dépenser cet argent ailleurs. C'est une décision à chaque fois qui est individuelle. Alors, je répète que les 24 à 30% de familles qui ne peuvent pas faire autrement, on les oubliera jamais, on en a beaucoup avec nous, elles ne peuvent pas. Mais pourquoi les 70% de Français qui peuvent protéger les producteurs ne le feraient pas ? C'est cette équation-là que finalement, nous, on a fait apparaître. Le lait, personne ne pensait qu'il serait acheté dans ces proportions. Le lait, c'est qui le patron? C'est le lait le plus vendu de France. Parce que ceux qui peuvent mettre ces centimes pour protéger les producteurs, il faut qu'ils puissent le faire. Mais reprenons votre exemple du poulet. On fait quoi? Est-ce qu'à un moment donné, on dépend de la nourriture qui vient du bout du monde ou de plus loin, dans un contexte géopolitique qui est impossible à imaginer durable? Protégeons la nourriture à nos portes. Ça a un coût. C'est pas plus cher que le poulet qui vient d'Ukraine. C'est le juste prix d'une nourriture durable à nos portes. Il faut qu'on protège nos producteurs parce que leur avenir, c'est le nôtre. Ayons en tête les enjeux. On n'a pas le choix. Les familles en difficulté, aidons-les. Tous ceux qui peuvent acheter français, s'il vous plaît, achetez français. Oui, Clémence. Je pense que tout le monde est d'accord pour protéger les agriculteurs et les producteurs, les soutenir. D'ailleurs, on le voit dans les enquêtes d'opinion, les Français sont plutôt d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de dichotomie entre le citoyen, qui est d'accord pour soutenir le mouvement agricole, et le consommateur. Et cette dichotomie, elle se vérifie dans les comportements d'achat. Aujourd'hui, le juge de paix pour le consommateur, c'est le porte-monnaie, c'est le prix. Et ça concerne effectivement toutes les catégories sociales, y compris les catégories socio-professionnelles les plus hautes, enfin même les cadres. Aujourd'hui, le consommateur, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il a dans son porte-monnaie, recherche du prix bas. Et on le voit avec d'ailleurs la multiplication des enseignes à bas prix et des enseignes discount qui répondent à cette tendance forte de la recherche du prix bas. Oui.
Vous nous confirmez ça, effectivement, que finalement, il y a cette dissociation entre ce qu'on veut sur le papier et puis ce qu'on est prêt à payer pour nos courses aujourd'hui, hein, parce qu'il y a cette possibilité, il y a cette offre à bas coût qui existe. On a tous un supermarché hard discount à côté de chez nous. Ah bah oui, c'est une évidence. Et ça se voit, on en parlait dans le caddie, mais ça se voit aussi sur l'aspect production. En ce moment, les gens crient à la pénurie d'œufs. Tout le monde cherche des œufs. À Paris, on voit des messages sur les réseaux sociaux qui disent « Oh là là, j'ai fait 10 magasins, il n'y a plus d'œufs ». Et en même temps, dès qu'on veut installer un poulailler, un nouveau poulailler dans un village, il y a toujours des gens qui crient au loup et en disant oui, mais c'est exactement cette même dichotomie, c'est-à-dire à un moment, on a tous nos incohérences, mais à un moment, il faut quand même rechercher cette cohérence. Si on veut des œufs français, on a besoin de poulaillers français, et une fois qu'on est au supermarché, on a besoin d'acheter ces œufs français. Oui, Thierry Chaban, un dernier mot, une dernière réaction. Nicolas Chaban, ouais. Je voulais juste nuancer, effectivement. Non, je vous en prie. Vous m'avez Thierry Cotillard tout à l'heure et Nicolas Chaban. Juste nuancer les propos de madame. Bien sûr, sur le fond, le prix est très important. Mais encore une fois, je répète que non, les catégories socio-professionnelles qui ont les moyens sont prêtes à faire des efforts. Il ne faut pas dire qu'on a une schizophrénie qui fait qu'on ira chercher toujours le premier prix. Vous savez quelle est la marque en France depuis 10 ans, parmi les nouvelles marques la plus vendue? L'ensemble du monde économique crée des marques. Est-ce que c'est la marque la plus discount? Non. C'est qui le patron? La marque la plus solidaire des producteurs. Donc il faut aussi qu'on se rende compte qu'on est suffisamment nombreux en France pour pouvoir mettre ces quelques centimes qui protégeront les producteurs. N'imaginons pas que le premier prix, c'est la seule boussole pour l'avenir. C'est pas vrai. Et puis faisons des choix un peu différents et des choix beaucoup plus durables. Allez, merci beaucoup. Toutes mes excuses.